Bonjour. Toujours dans le cadre du cinquantenaire du CSEVA, aujourd'hui nous avons l'immense plaisir et honneur de recevoir Jean-Jacques Favier. Scientifique de très haut niveau, Jean-Jacques Favier a accompli une mission de 16 jours dans la navette Columbia. Comme il le dit lui-même avec humour, il est le plus grand spationaute français, 1m93. Nous avons beaucoup aimé cette conférence où les faits scientifiques se mêlaient avec des anecdotes hautes en couleur. Dans la troisième partie du film, vous le verrez avec la section des jeunes aéromonges où il ne manque pas le plaisir de s'adresser à nos jeunes pilotes. Voilà, je vais passer le relais et à quelqu'un de très sympathique pour moi et très respectueux. Donc n'hésitez pas, c'est un grand homme par la taille, mais pas que ça. Donc allez-y parce qu'en fait vous n'aurez à mon avis plus jamais 50 ans. Dans 50 ans, si on aura d'autres, l'un d'entre vous aussi peut-être, parce que c'est votre génération extraterrestre maintenant pour la suite du programme. Bien, écoutez, on peut discuter un peu ensemble si vous voulez d'un certain nombre de choses. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de pouvoir répondre à vos questions. Je ne vais pas vous faire un cours. Hier, j'ai fait une conf plus technique, mais là, c'est plutôt peut-être sur les impressions personnelles, sur des aspects un peu de ma vie. Chaque profil d'astronaute est différent. Donc, c'est un peu de ça que je peux vous parler, dont je peux vous parler si vous voulez. Alors, je vais m'installer là, je vais enlever ma veste parce qu'il commence à faire chaud. Vous avez vu que j'avais la veste. Le polo aussi. Tu as remarqué que le polo était le polo de la NASA, oui, c'est vrai. Super. Puis j'en donne du mal ici. Alors, compte bien plus intéressant que rien, mais enfin, j'ai un peu évoqué cette question-là hier pendant la conférence. Le problème de la taille. Quelle taille doit-on avoir pour pouvoir voler, sachant qu'en général, les capsules sont quand même assez étroites. Ça change aujourd'hui, il y a de nouvelles capsules, donc il y a aux États-Unis, tous entendu parler, je pense, de SpaceX ou donc il a reconstruit des capsules qui sont plus confortables. Thomas Pesquet, qui est notre astronaute français en activité, pour son deuxième vol, a utilisé la capsule Dragon de SpaceX. Et il m'a dit que c'était cool, parce que c'était comme dans un salon. Alors que dans les Soyuz, c'est très à l'étroit. Moi j'ai volé sur la navette spatiale américaine Columbia. Vous avez certainement vu tous les images de cet oiseau, de ce planeur. Parce qu'au retour c'est un planeur. C'est vraiment un engin extraordinaire parce que au niveau du concept, au décollage, c'est diffusé, c'est le tir à la verticale avec son gros bidon et puis les deux boosters et la poudre sur les côtés. Dans l'espace, c'est une petite mini-station spatiale. Et au retour, c'est un avion ou un planeur plus exactement, parce que contrairement à ce que pensent les gens, les moteurs ne servent que pour la poussée. Il y a des petits moteurs qui servent donc dans l'espace pour changer d'orbite, d'orientation sur l'orbite. Mais le retour, c'est un retour plané entièrement. Donc un planeur hypersonique. Je ne sais pas quelle est la vitesse max à laquelle vous avez pu voler sur vos planeurs, mais là on commence à 28 000 km/h. Mach 25. C'est pour la vitesse du son. Et on rentre dans l'atmosphère. Alors, contrairement à ce que j'attendais, je pensais que la rentrée dans l'atmosphère serait brutale, quand il y aurait un coup de frein terrible. Non, en fait, c'est fait de façon que le freinage soit tout à fait modéré. Il y a un angle d'attaque à respecter pour ne pas rebondir sur l'atmosphère et repartir dans l'espace, ou pas plonger trop fort pour en fait brûler dans l'atmosphère. Donc c'est un angle de 6 degrés, c'est vraiment très fin. Et comme ça, bien, on arrive en fait à rentrer dans l'atmosphère, à perdre sa vitesse, mais de façon, je dirais, douce. Alors douce, c'est un qualificatif un peu, je dirais, pas forcément bien adapté, parce qu'en fait,
l'échauffement avec les flux d'atmosphère fait que les bords d'attaque des ailes, par exemple, ou le nez, chauffent à 1800 degrés quand même. Donc c'est chaud quelque part. Et c'est malheureusement comme ça que la navette Columbia, celle sur laquelle j'ai volé, donc s'est écrasée 5 vols après le mien pendant la rentrée atmosphérique. Donc pour éviter, donc, protéger la navette de l'échauffement, elle est couverte en fait de tuiles qui sont réfractaires, donc c'est du perso de silicium, qui permet d'encaisser des températures jusqu'à 1800 degrés. Et malheureusement, Columbia a perdu une des tuiles au moment du lancement, parce que tellement de vibrations que en fait, c'est pas facile de maintenir les tuiles en place. On s'en est pas vraiment aperçu, enfin certains s'en sont aperçus parce que au moment du décollage est filmé par des tonnes de caméras dans tous les sens, et il y a des ingénieurs qui ont dit il se passe quelque chose, c'est pas normal. Et puis mais le vol, enfin ils sont arrivés en orbite tout à fait de façon nominale comme on dit dans notre jargon, et donc après on a un peu oublié ça, sauf qu'au moment de la rentrée, donc il manquait en fait une tuile de 20 par 20 sur le bord d'attaque de l'aile gauche, et ça suffit en fait pour détruire la navette. Donc l'air chaud s'est engouffré, c'est l'air chaud et plus du plasma, tellement c'est chaud, donc c'est vraiment très énergétique. Elle s'est engouffrée par ce trou de 20 sur 20. Et donc est venu en fait fondre la structure de l'aile, et à partir de là, c'était le début de la fin, on partage une aile, et puis les gars se sont vus partir. C'est ça on va retrouver les autres sur Internet. On voit que les gars comprennent que c'est là. Alors, mais il faut pousser au bon endroit pour cette ombre. Et pour le retour, en fait, à l'arrière, il y a les 3 gros moteurs, mais entre ces 3 gros moteurs, il y a 3 petits, enfin moyens, plus gros que les petits derniers. Et du coup, pour le mélange d'hydrogène-oxygène, est-ce que après la combustion, est-ce que la combustion c'est stoichiométrique, par exemple pour les quantités d'hydrogène et d'oxygène, ou est-ce qu'il y a un rectif limitant entre l'hydrogène? Non, mais c'est O2 plus un demi de O2 plus H2 dans H2O. On fait de l'eau en fait. C'est équilibré, c'est un ordinateur ou il y a 5 ordinateurs de bord. C'est assez intéressant comme process d'ailleurs. Il y a 5 ordinateurs de bord qui travaillent indépendamment et toutes les secondes, je crois, comparent leurs résultats entre eux. Il ne faut pas forcément fonctionner les paramètres exactement. Probablement sont programmés différemment pour pas avoir de faute commune. Voilà, et donc, après, c'est ça qui est marrant, j'ai découvert ça, c'est pas mon métier, ils votent les uns pour les autres. Donc, s'il y en a 4 qui ont un résultat et le 5e est out, ben le 5e, on lui dit de repartir avec le résultat des 4 autres. Donc il y a une espèce de jeu démocratique entre ordinateurs dans la lettre, et c'est comme ça que ça marche. Alors, donc, beaucoup de choses sont automatiques, en particulier tout ce qui est de départ pour le retour. C'est un non-pilote qui va vous donner son impression. Les collègues pilotes ne disent pas la même chose. Ce que disent les pilotes, c'est que donc la rentrée dans l'atmosphère aussi, c'est automatique, les fameux 6 degrés dont on parlait tout à l'heure. Mais après, il faut préparer la phase d'atterrissage. Et donc, ce qui se passe dans le protocole actuel, c'est que le protocole des vols navettes jusqu'à la fin, quand on arrive en subsonique, les pilotes passent volontairement en manuel, et c'est eux qui manuellement posent l'engin. Alors que tout est programmé dans l'ordinateur, donc on pourrait laisser faire jusqu'au bout. D'ailleurs, pour une petite parenthèse, je reprends aussitôt, vous savez que les soviétiques à l'époque ont essayé de copier la navette, ils ont fait l'équivalent, ça s'appelait Buran.
Et le premier vol de Buran a été fait automatiquement sans pilote à bord, sans aucun astronaute parce qu'ils n'étaient pas trop sûrs de leur coup. Et s'est posé très proprement sur la piste tout seul. Donc tout était dans l'ordinateur aussi. Alors pour revenir à la navette, aux pilotes pour la NASA, parce que les pilotes, le commandant des pilotes étaient, même pour les missions internationales, étaient toujours américains. Les pilotes disent, quand on passe en subsonique, donc on va bientôt arriver parce que ça se passe très vite. Donc dans mon cas, on était au-dessus de l'Atlantique à peu près pour se poser donc en Floride, c'est pas loin. Il vaut mieux passer en manuel tout de suite, parce que s'il fallait passer en manuel plus tard dans la manœuvre, ça prendrait trop de temps et on risque de se cracher. Donc ça c'est je dirais, le lobby pilote qui a prédominé, et donc c'est comme ça que ça se passe. Donc on attend d'être en subsonique, on passe en manuel, et toute l'approche et le poser se fait en manuel. Quand on approche, on va encore très vite, donc on est à Mach 1, il faut perdre de la vitesse, et donc on fait un 360 avec le ventre en avant, pour perdre le maximum de vitesse. Et puis après, on récupère la piste qui est en dessous, donc on descend à 23 degrés d'inclinaison, ce qui est très fort. Un avion de ligne, c'est 3-4 degrés. Quand on est à bord. En Angleterre, vous ne l'avez pas. Et oui, voilà. Mais donc on ne peut pas remettre les gaz aussi. Donc on arrive très très vite et on se pose à 400 km/h. Une formule. Et moi j'étais donc, c'était pas au Friday, j'étais dans le Mitex, j'ai pas vu la piste, etc. J'ai pas senti, le toucher. Donc le commandant était donc. 17 pays impliqués, etc. Les Occidentaux, les Russes, et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de conflit majeur, de commandement ou autre, entre les différents pays pour le programme de la station internationale. Et j'espère que vous avez une situation de Oui, c'est ça. Monsieur